Eh bien, Mbengue, c'est une équipe, Mbengue, c'est un projet, Mbengue, c'est diffuser un peu la connaissance des uns et des autres. Voilà l'émission Mbengue. Bonjour à tous et bienvenue dans Mbengue, la vitrine des récits de la diaspora africaine et caribéenne. C'est également une émission consacrée sur les porteurs de projets en Afrique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une référence. Il s'agit de Maître Serge Bakoa, qui est avocat au barreau de Paris. Nous allons le retrouver juste après son portrait que voici. Maître Serge Bakoa, avocat au barreau de Paris. Originaire du Cameroun, Maître Serge Bakoa est un avocat de renommée africaine. Il est également président, fondateur de l'Association des juristes camerounais de France. Parti du Cameroun pour poursuivre ses études en France, Maître Serge Bakoa est docteur en droit, diplôme obtenu à l'Université de Paris 2. À son actif, plus de 20 ans de carrière et d'expérience professionnelle. Il est un avocat spécialisé en droit fiscal. Il est également consultant juriste en cabinet de stratégie et en entreprise. Outre son métier d'avocat, Maître Bakoa est aussi porteur de projets pour le développement de l'Afrique. Calme, humble, passionné pour son métier, Maître Serge Bakoa reste l'un des avocats les plus appréciés de la diaspora africaine. Bonjour Maître Bakoa. Bonjour Madame Penda. Merci de nous recevoir dans vos bureaux avec ces beaux tableaux. Merci de me rendre visite. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit fiscal, un parcours exemplaire et apprécié dans la diaspora. Et je vous ai déjà vu, et aussi à l'ambassade du Cameroun intervenir. Donc votre parcours est vraiment, votre travail est apprécié. On va commencer donc par le début, pour que les jeunes qui nous suivent tirent quelque chose de votre parcours. Donc j'ai vu, vous êtes né au Cameroun, vous avez effectué vos études primaires, secondaires, universitaires à Makak et à Yaoundé. Oui. On peut en parler un peu plus. Vous pouvez nous raconter cette période? École primaire à la maternelle de la retraite, donc c'est à Yaoundé, c'est assez connu. Ensuite, école maternelle et école primaire. Ensuite, je suis allé au collège Sacré-Cœur de Makak, que j'ai quitté après mon BPC. Je suis revenu en ville et j'ai eu mon bac aux sources, au collège de la retraite. Après le collège de la retraite, je suis allé en fac. Donc j'ai fait une fac de droit, droit privé francophone. Et après cette fac de droit, je l'ai poursuivi à l'université. Voilà. D'abord université Yaoundé, ensuite vous arrivez en Europe pour suivre vos études en France. Voilà. Vous obtenez une maîtrise en droit des affaires à l'université de Reims et un doctorat à l'université de Paris 2. Donc avant le doctorat, j'ai eu un DEA de fiscalité à Paris 2, SAS, où j'ai eu mon doctorat de fiscalité aussi. D'accord. Droit fiscal. Avec mention très honorable, c'est ce que j'ai vu. Tout à fait. Mes félicitations encore, parce que c'est... Écoutez, il y en a beaucoup qui l'ont. Mais bon. Alors, vous soutenez la thèse sur la fiscalité française face à Internet. Exactement, parce qu'à cette époque-là, Internet en général et le commerce électronique en particulier commence. On en parle, c'est actif, mais il n'y a pas à cette époque beaucoup de travaux en matière fiscale, de fiscalité de commerce électronique. Il y a quelques écrits, il y a notamment eu une thèse qui avait été faite sur le sujet, mais elle s'était limitée au commerce électronique stricto sensus. Donc ma thèse a porté justement sur Internet, mais au sens le plus large possible. C'est-à-dire en fait c'était tant le commerce électronique lui-même que justement l'ensemble des applications que Internet est en mesure justement d'apporter et dans quelle mesure est-ce que Internet est-il soluble dans le droit en général, dans le droit français, dans le droit international, que ce soit du point de vue du fond que du point de vue du contentieux. Et même du point de vue de l'administration de l'impôt. C'est-à-dire, en fait, j'ai abordé à cette époque des problématiques
qu'on rencontre aujourd'hui. Oui, voilà. Tout à fait. D'accord. Et aujourd'hui, alors comment ça se passe? Ça évolue, enfin, je veux dire, Internet est un peu plus recadré avec tout ce qui se passe. Enfin, je veux dire, certains l'utilisent à bon escient, mais d'autres s'en servent un peu pour faire n'importe quoi. Quel est votre regard là-dessus? Quels conseils pourriez-vous donner? Enfin, moi je vais rester dans mon domaine qui est justement celui du fiscal. Disons que, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que Internet ne modifie pas nécessairement les règles de droit, les règles de fond en matière fiscale, mais par contre, là où Internet a apporté énormément d'innovation, c'est sur tout ce qui est règles de procédure, tout ce qui est l'administration, ce qu'on appelle le e-government aujourd'hui. E-government qu'on rencontre un peu partout, hein, en France, en Afrique, aux États-Unis, au Canada. Internet a apporté beaucoup de changements là-dessus. L'autre point sur lequel Internet a un impact, c'est notamment sur toute une série d'activités économiques qui se font par Internet. Ouais. Quand on l'utilise bien, alors. Voilà, et notamment toute une série de grandes entreprises, on pense à toutes les entreprises des services électroniques, des services Internet en général, avec toutes les grandes problématiques qu'on a aujourd'hui, de Apple qui ne paye pas suffisamment d'impôts en France, Google, etc., etc. Mais tout ça, c'est en fonction des règles de droit qui existent et qui sont applicables, et qu'Internet n'a pas nécessairement changé. Le grand débat aujourd'hui, le grand débat international est de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas modifier ces règles pour que toutes ces activités qui s'exercent très facilement via Internet puissent rentrer, puissent permettre aux États de collecter davantage d'impôts. C'est ça le débat qu'il y a aujourd'hui, mais c'est des questions qu'on a abordées, des questions que j'ai apportées dans ma thèse. D'accord. Mais Internet, les réseaux sociaux et tous les dérives, moi c'est ce que je voulais un peu, à votre avis là-dessus, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux téléspectateurs, notamment aux jeunes, par rapport à ces dérives sur Internet et les autres réseaux sociaux? Disons qu'il faut utiliser, si je me réfère à mon cas, moi j'utilise Internet pour des besoins strictement professionnels. Donc c'est le conseil que je peux donner. Je peux comprendre que d'autres l'utilisent pour leur vie sociale, c'est-à-dire les photos sur Facebook, les vacances, etc. Bref, on affiche sa vie privée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Moi, je ne le fais pas. Ça, c'est clair. Je l'utilise pour des besoins professionnels et strictement professionnels. Après, c'est tout un chacun. C'est chacun qui va midi à sa porte. Ceux qui l'utilisent ne doivent pas se plaindre. C'est-à-dire, en fait, c'est ça le... C'est un retour, en fait. Voilà, c'est ça le but. Vous utilisez massivement les réseaux sociaux, donc forcément, il peut y avoir les travers des réseaux sociaux. Mais ça dépend du cadre dans lequel, justement, vous l'utilisez. Si vous l'utilisez d'un point de vue professionnel, bon, vous vous limitez au professionnel. Si vous l'utilisez aussi d'un point de vue social, et privé, c'est à vous de mettre le curseur. Oui, il y a l'erreur après. Oui, je pense qu'il faut mettre le curseur, comme en toute chose, il faut rester raisonnable. Oui. Un certain nombre de principes ont été posés. Donc, nous allons passer maintenant à ce qu'on appelle la méthode américaine, la méthode Harvard, qui consiste justement à faire une étude de cas, à illustrer tous ces principes que le ministre conseiller, dont Jean-Michel vient de parler, dans un cas concret, dans un projet qui a été présenté récemment à l'appel de projet justement lancé par le gouvernement via justement son ambassade. Très rapidement, un historique. Et là, on va retrouver justement les éléments dont Jean-Michel parlait tout à l'heure. En janvier 2016, l'ambassade de France au Cameroun organise les deuxièmes assises de la coopération décentralisée France-Cameroun, à laquelle elle invite les 374 communes du Cameroun, puisqu'il s'agit de la coopération décentralisée. Un certain nombre d'élus politiques
et professionnels camerounais assistent à ces rencontres. Et lors de ces rencontres, justement, on parle de plein de choses. On parle notamment de la coopération, et notamment de la coopération financière que la France envisage de mettre en œuvre via justement les rapports entre de collectivité à collectivité. Cet environnement trouve un projet que des Camerounais, justement, de la diaspora camerounaise de France, sont en train de monter, sont en train de mener, qui consiste justement à produire de l'énergie renouvelable pour les collectivités locales camerounaises. À partir justement d'une idée qui est de dire on peut transformer les déchets produits justement, que ce soit des déchets animaux, des déchets personnels, organiques, tout ce que vous voulez, des déchets forestiers. On peut utiliser ces déchets via une technique qu'on appelle la méthanisation, hein, c'est-à-dire l'utilisation d'un digesteur spécifique pour transformer ces déchets non seulement en biogaz, donc en énergie susceptible de produire de l'électricité, mais aussi en digeste, susceptible de produire justement des engrais pour l'agribusiness. Donc on comprend donc qu'à travers, on a en un projet, il est susceptible de toucher les 374 collectivités locales du Cameroun. Donc vous imaginez l'impact qu'un tel projet peut avoir justement dans un pays, c'est-à-dire en fait c'est l'ensemble du territoire camerounais qui est touché. C'est un projet qui est soutenu par des élus de France, qui œuvrent dans leur collectivité locale et qui sont donc capables de faire le lobbying, la promotion de ce projet dans les mécanismes de financement prévus justement dans leur collectivité locale, avec pour récipiendaires des élus camerounais, des collectivités locales camerounaises. Donc on fait le pont entre la diaspora camerounaise et justement le Cameroun, via justement des entreprises qui sont des entreprises françaises qui peuvent apporter leur assistance technique, qui peuvent apporter leur financement. Donc on est là aussi dans la coopération justement économique et entrepreneuriale France-Cameroun, via des organismes comme l'AFD, qui a des lignes de financement justement prévues à cet effet, et le Cameroun justement qui a à travers son plan d'émergence la volonté d'adresser le sujet majeur qui est celui de la production d'énergie, avec justement les sujets périphériques qui sont l'environnement, qui sont la santé, qui sont l'assainissement et qui sont l'emploi. Donc voilà très rapidement ce que je voulais présenter à partir d'un cas concret, mais qui permet à la fois d'illustrer ce que mes prédécesseurs nous ont présenté tout à l'heure et d'ouvrir justement des perspectives qu'un projet est capable de décliner dans un pays justement et pour une communauté et pour une relation franco-camerounaise. Je vous remercie. Donc, Maître Bakoa, revenons sur votre métier avocat. Vous avez plus de 20 ans d'années d'expérience. Vous êtes encore jeune, vous avez commencé très très jeune alors. Oui, enfin, disons, il y en a qui commencent beaucoup plus jeune que ça. Vous savez que la norme ici en Europe, on commence une activité professionnelle à 24 ans. Donc, 24 ans. Donc, moi j'ai commencé mon activité professionnelle quand j'étais en DEA. D'accord. À Paris de Versailles. Disons que j'ai 22 ans d'expérience professionnelle qui se divisent vraiment 11 ans en entreprise et 11 ans en cabinet. D'accord. Donc votre spécialité, c'est le droit fiscal. Tout à fait. Pour que les téléspectateurs comprennent, mieux. C'est vraiment ma spécialité. Voilà. C'est la fiscalité, les personnes physiques, les entreprises. Voilà. Quoi consiste concrètement votre travail? Disons, mon travail consiste à conseiller des entrepreneurs, des personnes physiques, des entreprises, tout taille confondu, des institutions aussi. Il y a quelques institutions internationales pour lesquelles je travaille. Mon travail consiste aussi à défendre. Quelles sont les causes que vous défendez? Les causes que je défends, c'est par exemple des redressements fiscaux, des contentieux fiscaux d'institutions, d'entrepreneurs, d'entreprises, tout taille confondu.
mon travail consiste aussi à assister, c'est-à-dire, et dans l'assistance, c'est un autre pan de métier qui consiste à conseiller. Mais c'est un conseil d'une autre nature, c'est-à-dire c'est être très en amont des opérations. Donc ce conseil, il est à dominante, c'est vrai, fiscale. Il est aussi sous tout ce qui tourne autour du fiscal, c'est le financier. C'est aussi tout ce qui concerne le droit des sociétés. Les impôts. Voilà, le fiscal, donc les impôts, le financier, j'ai dit, le droit des sociétés, les contrats, puisque même les impôts ont pour base des activités économiques, et qui dit activité économique dit contrat. Je veux un peu insister sur les impôts. Les impôts, c'est vraiment un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de gens se plaignent. Ici en France déjà, il y a des personnalités très célèbres, à l'instar de Gérard Depardieu, récemment Florent Pagny, qui ont décidé de partir de la France pour aller s'installer ailleurs, pour ne plus payer autant d'impôts. En Afrique aussi, il y a beaucoup de personnes qui ferment les entreprises parce que les impôts coûtent cher. Quelle est la solution? Parce que là, au fur et à mesure que les années passent, c'est vraiment difficile de gérer les impôts. Beaucoup de gens se plaignent, on voit. Disons, un professionnel, n'importe quel professionnel vous répondrait, ça dépend. Et on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez pris Gérard Depardieu, c'est l'exemple. Florent Pagny, je ne connais pas les dossiers, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce qui est certain, c'est que à un moment donné, c'est vrai qu'il y a, et partout dans le monde, il y a un seuil de tolérance. Il y a un seuil lorsqu'on dépasse le seuil de tolérance, c'est vrai que le créateur de richesse peut avoir l'impression de travailler justement pour payer. Il peut avoir cette impression. Il peut aussi avoir ses propres projets. Que Florent Pagny, c'est Gérard Depardieu, c'est des acteurs, des artistes internationaux, donc qui se déplacent beaucoup. Donc qui sont parfois amenés à se délocaliser personnellement, c'est-à-dire à aller dans différentes bases. Et cette situation peut être la motivation de leur départ. La motivation n'est peut-être pas essentiellement fiscale, mais c'est sûr qu'à un moment donné, et notamment en France, il faut le dire, la question de l'ISF, de l'impôt sur la fortune, pose quand même un grand problème. C'est vrai que la réforme qui intervient va, à mon sens, dans le bon sens, mais il y a un seuil de tolérance à partir duquel, et c'est ce que nous voyons justement dans notre clientèle, à partir duquel les gens commencent à se poser des questions. Un entrepreneur, quand il lance son business, un jeune entrepreneur, il évolue, mais à un certain moment donné, il se dit, plus je vais créer de richesse, plus justement je vais fiscalement fonctionner. Donc à partir de là, il commence à se poser des questions de savoir comment je peux profiter au maximum de la richesse que je crée. Donc c'est ça la problématique. La fiscalité n'est qu'une solution parmi tant d'autres, mais ce n'est pas la solution. Et en Afrique aussi, alors en Afrique, il y a beaucoup qui ferment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup qui ferment leur entreprise parce que les impôts coûtent trop cher. Quelle peut être la solution? Ça dépend. Ça dépend toujours. C'est vrai que la problématique africaine elle est un peu différente. C'est que en Europe, dans les pays développés, ce qu'on appelle l'assiette, la base des impôts est suffisamment élargie. Voilà. Alors qu'en Afrique, enfin pour les pays, les zones que je connais un peu, l'assiette fiscale est réduite. C'est-à-dire, l'assiette fiscale, le secteur informel est très développé. Donc les économies africaines sont très informelles. Donc il y a tout dépend de l'économie qui ne supporte pas l'impôt. Donc il est normal que la compensation se fasse vers des assiettes, vers des bases qui ne sont pas mobiles. Ce sont les salariés qui vont avoir l'impression de payer beaucoup d'impôts, c'est les entreprises qui vont avoir l'impression d'avoir une pression fiscale très élevée. Vous
parler de la solution consisterait, et je parle sous toutes nos ailes, la solution consisterait à élargir l'assiette fiscale. C'est-à-dire en fait à faire à ce que l'ensemble des activités économiques, l'ensemble des personnes physiques ou morales qui produisent de la richesse puissent payer leur quote-part d'impôt. Mais que ce ne soit pas une quote-part confiscatoire, c'est-à-dire nous avons des taux marginaux d'imposition en Afrique qui frisent parfois les 60%, c'est confiscatoire. Pour des personnes physiques, nous avons des taux d'impôt sur les sociétés qui tournent parfois entre 35 et 40%, certains pays sont en train de baisser justement ces taux d'imposition. Voilà, ce processus est en train de s'opérer dans certains pays d'Afrique parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que ça ne sert à rien de matraquer fiscalement le contribuable qu'on peut saisir. Il vaudrait plutôt aller, c'est le sens même de certaines recommandations du FMI, la Banque mondiale, aller vers des dispositifs qui permettent d'élargir l'assiette fiscale, c'est-à-dire de rendre les économies beaucoup plus formelles, de sortir au fur et à mesure de l'économie informelle, et là on aura chacun ou la grande majorité des activités économiques pourront justement payer le juste impôt qui est dû, et ça va entraîner que ceux qui ont l'impression d'être ponctionnés fiscalement verront aussi leurs impôts réduits parce que le maximum de contribuables justement contribuent. Je pense que l'une des solutions en tout cas. On espère. On espère qu'elle sera appliquée. Voilà. Alors, votre métier d'avocat, c'est un métier noble, un métier d'intellectuel, un métier très apprécié. Mais il y en a qui choisissent de défendre les malfaiteurs, les terroristes, les bandits. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout prévenu, tout individu, chacun a droit à un avocat pour l'assister en cas de besoin lorsque cette personne est mise en cause. Prenons un cas récent, l'affaire Mera. Oui, donc mon confrère Dupond-Moretti a été vilipendé et tout, alors qu'il n'a fait que son travail. Il n'a fait respect. Les droits de la défense, c'est quelque chose de fondamental. Mais c'est un peu embêtant de voir qu'on défend comme ça un terroriste. Mais non, mais non, chaque personne, c'est un principe universel. C'est le respect des droits de l'homme et du citoyen. Chaque prévenu a droit à un avocat, sinon on revient à la barbarie. Sinon on revient dans un monde, dans un état qui n'est pas un état de droit. Mais est-ce que c'est pas encouragé en même temps ces malfaiteurs? Non, pas du tout. Les malfaiteurs justement agissent sur des motivations qui sont des leurs, qui sont répréhensibles, parce que le terrorisme, nous sommes tous contre le terrorisme, bien entendu. Mais il y a un principe universel qui voudrait que, quel que soit le crime qui a été commis, quel qu'il soit, cette personne a droit d'être assistée par l'avocat de son choix. Moi-même, dans mon domaine qui est celui de la fiscalité, qui est celui des affaires, c'est ça. C'est-à-dire que face à l'administration fiscale, face aux juges, c'est de bien comprendre le cas, de bien comprendre la situation de ce contribuable, la situation personnelle, la situation économique, la situation sociale du contribuable pour mieux le défendre. Je ne fais que mon travail. D'accord. Alors, on conseille aux jeunes qui voudraient exercer un métier d'avocat. Il faut beaucoup travailler. Oui. Faut avoir une très grande ouverture d'esprit. Faut être très cultivé. Il faut avoir, je pense, des capteurs qui permettent de bien comprendre la société dans laquelle on se trouve, son activité économique, très important. La fiscalité, par exemple, a pour base l'économie. Donc, si vous ne comprenez pas les motivations économiques, vous
serez difficilement un bon fiscaliste parce que vous n'allez pas comprendre l'intention du législateur lorsqu'il prend des mesures fiscales. C'est ça qu'il faut comprendre et faire preuve aussi de beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'il faut en fait se remettre en question tout le temps. C'est un métier où on est constamment remis en question. Remis en question parce qu'il y a des nouvelles règles qui apparaissent tout le temps, donc il faut constamment prendre. Il y a des nouveaux contextes sociaux, sociétaux, économiques, politiques, sociologiques qui interviennent. Il faut les comprendre pour pouvoir bien appréhender. Beaucoup de recherche. Voilà, faut faire beaucoup de recherche et on ne gagne pas tout le temps. Il peut arriver justement. Pour se préparer à ça. On peut avoir de très bons succès, on peut aussi avoir des échecs retentissants. Donc tout ça permet justement de se remettre en question et d'être constamment en alerte. Bon, moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est d'être. C'est pas un métier où on peut dormir sur ses lauriers. C'est un métier où on est constamment en éveil. On va marquer notre petite pause. Sama bazimbi miaze miatoma Mamayamna Oma yowe Amikuriti Afirira masana abuwa Amumayamna Oma yowe Tu es ma consolation. Tu es ma libération, tu es ma lumière, tu es ma forteresse, tu es ma consolation, tu es ma libération, tu es ma lumière. Ma forteresse. Maître Bakoa, vous êtes le fondateur et le premier président de l'Association des juristes camerounais de France. Comment est né quel a été le déclic? Comment est née l'idée de création de cette association? Disons que lorsque j'arrive dans la profession, le constat a été que nous n'avions pas des Camerounais. Il existait des cadres, il existait des cadres dans lesquels notamment les professionnels, les avocats africains se retrouvaient, mais ce n'étaient pas des cadres efficients. Et ce n'étaient pas des cadres qui pouvaient permettre soit de donner envie
vraiment aux jeunes, ou soit de les préparer aussi à ce... Nous, quand on arrive dans la vie active, c'était beaucoup plus compliqué. Je me rappelle, quand on entrait dans les grands cabinets, ici à Paris, notamment les Africains, nous étions très peu nombreux. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je vois énormément de jeunes dans le cabinet et tout, voilà. Mais quand on arrivait, on était très peu nombreux. Donc on n'avait pas de cadre dans lesquels on pouvait justement partager notre expérience et gagner en expérience auprès de ceux qui étaient plus avancés. Nous sommes vraiment les premières générations de ceux qui ont fait un certain nombre de choses. Donc c'était ça le constat. D'où l'idée de dire, mais est-ce que ce serait bien de créer quelque chose de typiquement camerounais, où les professionnels justement camerounais se retrouveraient déjà pour se connaître, échanger, permettre aussi aux plus jeunes d'avoir un cadre dans lequel ils peuvent voir comment les choses se passent, se soutenir, et faire un certain nombre de choses ensemble. Là où tout seul, vous ne pouvez, vous savez, seul on ne peut rien. Donc, en même temps, nous avons une évolution d'élus professionnels. Moi, je suis un élu professionnel. J'ai été élu justement, j'ai été le premier Africain à être élu et siéger au Conseil de l'ordre du barreau de Paris. Donc, on a constaté que ça manquait. Donc l'idée a été de créer aussi ce groupement qui permet justement aux élus politiques et professionnels de se retrouver. Alors, Maître Bakoa, outre votre métier d'avocat, vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages. Et vous êtes enseignant, vous faites des formations professionnelles au Cameroun et à l'international. Oui. Voilà, comment ça se passe? Alors, donc, c'est une activité c'est le prolongement de mon activité. Vous allez très souvent au Cameroun? Je suis assez fréquent au Cameroun, c'est vrai. D'accord. Je vais au moins une fois tous les 2 mois. Ah oui? Oui, il y a des cas dans lesquels j'y vais, il y a eu des périodes où j'y allais pratiquement une fois par mois. En Afrique en général. En Afrique en général, je vais en moyenne une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Je voyage pas mal. En Afrique, en Europe, aux États-Unis. C'est mon activité qui veut ça. Donc, oui, pendant un moment donné, j'enseignais à l'université. J'enseignais à Paris 1, la fiscalité internationale. Aussi à l'université de Rennes, certains modules de fiscalité, la fiscalité financière, la fiscalité de la recherche et développement, parce que je suis un spécialiste de tout ce qui est recherche et développement, innovation, tous les dispositifs fiscaux en la matière. Donc ça, je l'ai enseigné aussi à Rennes. Et dans mon activité professionnelle, quand j'étais au Conseil de l'ordre, je suis intervenu la formation des avocats africains au Cameroun, par exemple. On a fait plusieurs formations. Je suis aussi intervenu au Gabon, au Burkina, au Mali. Ça, c'est pas uniquement dans le droit, j'interviens en France, je fais aussi pas mal de formations. J'en ai fait une récemment, il y a 2 semaines à Bordeaux, lors de la Convention nationale des avocats, sur les contrôles de l'autorité de la concurrence. Je fais aussi des formations sur élaborer son business plan. Comment un avocat est un entrepreneur. Donc il a des clients, il a des fournisseurs, il a des contraintes, il a une trésorerie, bref. Comment fait-il pour mettre tout ça en musique? Un peu comme un coaching. Oui, c'est une forme de coaching. C'est une forme de coaching. Comment amener les avocats à monter leur business. Et donc à le formaliser d'un point de vue financier. Donc c'est ça, c'est une formation élaborée, son business plan qui est très apprécié. Vous êtes porteur de projets pour l'Afrique.
notamment sur votre projet sur le recyclage. Oui. On a assisté à l'ambassade récemment, vous en avez parlé, à l'ambassade du Cameroun en France. Je vais resituer ça dans son contexte. Oui. Disons que donc sur le Cameroun, j'ai une activité de représentant des diasporas. Oui. Dans ce contexte-là, on a fait deux choses. Au sein de l'association des élus, nous parrainons un projet qui est un projet de production et commercialisation d'énergie à base de la technique de méthanisation. C'est-à-dire, en fait, on sait qu'au Cameroun aujourd'hui, la demande énergétique est une demande qui est très forte. La production d'énergie est vraiment à la base, pas uniquement au Cameroun, mais en Afrique en général. La production d'énergie est à la base de l'émergence de ces pays. Donc, que pour développer l'industrie, pour développer le commerce, pour développer l'activité, il faut produire de l'énergie. Il y a différentes façons de produire de l'énergie. Il y a ce qu'on appelle l'énergie hydroélectrique, c'est à partir des barrages et tout. Il y a l'énergie qui résulte justement de pétrole et gaz. Hein. Il y a des énergies renouvelables qui montent en puissance de plus en plus. Et il y a une production d'énergie à base de déchets. Oui. Donc le projet que nous portons justement, que l'association des élus camerounais soutient, parce que c'est un projet d'une entreprise, d'un porteur de projet basé dans le sud de la France camerounaise, justement basé dans le sud de la France, que nous soutenons, a pour objet de produire de l'énergie à base du traitement de déchets, des déchets domestiques, des déchets industriels, par une technique qui est celle justement de la méthanisation. D'accord. Donc c'est ça. C'est ça que nous soutenons, c'est ce projet que j'ai présenté justement, c'est ce projet que nous avons présenté, que nous avons diffusé pour les besoins de l'organisation du premier forum économique de la diaspora qui a eu lieu à Yaoundé. Voilà, à Yaoundé en juin, fin mai, juin dernier. Voilà, c'est important parce que ça permet aussi aux membres de la diaspora d'être porteurs de quelque chose susceptible de contribuer à l'émergence et au développement de leur pays. D'accord. Et est-ce que ça va engendrer du recrutement personnel oui, ce qui intéresse beaucoup les gens, ils attendent ça. En général, les projets justement sont porteurs, enfin ceux que moi je connais. Mais il n'y a pas que ce projet. Hein. Oui. Lorsque la délégation française qui est partie au Forum économique de la diaspora, le Forum économique de la diaspora du Cameroun, était porteuse de nombreux projets. Il y avait près d'une vingtaine de projets. Et la plupart de ces projets sont potentiellement créateurs d'emplois locaux. C'est de ça dont il s'agit. Oui. Donc ces projets aujourd'hui sont dans la phase nous les avons présentés. Oui. Maintenant, il doit y avoir un processus de sélection. Parce que parmi ces projets, il y en a qui seront soutenus, que ce soit du point de vue administratif ou du point de vue financier. En tout cas, c'est le souhait que nous avons par les autorités, par le gouvernement, de manière à ce qu'ils puissent être lancés effectivement. Et dès lors qu'ils seront lancés, il y aura des recrutements à la clé. Ce projet justement de production d'énergie à base de traitement de déchets, il est porteur de centaines d'emplois. Super. Et surtout, c'est un projet, ce qui nous intéresse aussi, notamment dans notre association d'élus, la raison pour laquelle on le soutient, c'est que c'est un projet qui peut se décliner dans toutes les collectivités locales camerounaises. C'est-à-dire c'est un projet qui va vraiment au plus près des populations. On est capable de décliner
le projet dans une ville de 500 habitants, dans une ville de 1000 habitants, dans une ville de 3000 habitants, dans une ville de 100 000 habitants. Tout le monde est concerné. Voilà, exactement. La technologie qui est à la base justement de cette production d'énergie peut être déployée en fonction justement de la taille de la circonscription locale. Asangoloba wa mwatebe no nyawamba ayovaloba wa mwatebe no nyawamba mundi asangoloba wa mwatebe no lo apolo ayovaloba wa mwatebe no nyawamba mundi tete Martin Ekani de la douane asangoloba wa mwatebe no nyawamba ayovaloba wa mwatebe no nyawamba mundi asangoloba wa mwatebe no lo apolo ayovaloba wa mwatebe no nyawamba mundi tete Crispin Honoré Iguala à Paris na benete Monique na kuati na lobenwa sena mundi wanto bende tuwe obende bila na peleba o maboleano e bamana deno wa punyate Hervé Coulio, le gouverneur de Paris na benete Monique na kuati na lobenwa sena mundi wanto bende tuwe obende bila na peleba o maboleano e bamana deno wa punyate Jacques Maïki Éric Fongan, le fils de Fongan Marie. Écoute. Nahawolo mitango, nahawolo mi bombaye, nahawolo ni Congo saya nyue na jambaye. C'est no longer obente sona notoriété wa wana de tomber. Tomo mundi na basinge di bongo bapunyate. Musango ele selebe kwadi. Musango ele na liboki sendolo. Musango ele. Alors, Maître Bakoa, comme je l'ai souligné au départ, vous avez un parcours exemplaire. Merci. Un exemple pour les jeunes et ceux qui veulent exercer le métier d'avocat. Merci. Ce qui vous a valu une belle récompense, notamment celle du 20 mai 2013, où vous avez été élevé chevalier de l'ordre du mérite camerounais. Oui, tout à fait. Un beau souvenir, j'imagine. Oui, ce fut un beau souvenir. Je ne m'y attendais pas. Et donc, en début d'année, j'ai été informé de cette distinction qui a été couronnée justement par la remise le 20 mai 2013. En tout cas, 2013 a été une année pour moi. 2013, j'ai été élu au Conseil de l'Ordre, j'ai été désigné représentant de la diaspora camerounaise, j'ai eu la médaille. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, la médaille est intervenue avant. Ah, d'accord. Avant, justement, la désignation comme représentant. Donc, ça veut... Donc 2013, ça a été une Non, super belle 2013 pour moi est un grand cru, ça c'est sûr. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez actuellement dire, vous êtes satisfait, vous avez atteint vos objectifs ou alors il vous reste encore... Enfin, toutes ces récompenses-là, vous avez quand même déjà atteint. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, bon, disons que j'ai fait un certain nombre de choses intéressantes, ça c'est sûr. Et qui ont été reconnues, je dirais. C'est plus de la reconnaissance. Déjà la reconnaissance par rapport à mon milieu professionnel, c'est un milieu qui est très difficile. Et surtout pour nous les Africains, c'est pas facile.
Le Conseil de l'Ordre a été créé par Louis XIV, quand même, du barreau de Paris, et j'ai été le premier Africain à y siéger. Oui. Donc ça restera quand même marqué de fer rouge dans ma vie professionnelle, je dirais dans ma vie tout court. Et au-delà, mais je me suis pas... Je ne suis pas resté uniquement enfermé dans ma vie professionnelle, j'ai fait plein de choses autour. Et c'est des choses très intéressantes, ça m'épanouit pour moi, oui. Je peux dire que j'ai fait un certain nombre de choses à ce jour, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, ça oui. C'est sûr. Justement, en parlant de, je vais mettre un peu l'accent dessus, de premier, vous avez dit que vous aviez été le premier Africain à être élu. Est-ce que ça a été évident? Est-ce que ça a été facile par rapport? Est-ce que vous avez vécu le racisme et comment ça s'est passé? Non, vous savez, profession d'avocat, non. Bon. Surtout au barreau de Paris. Le barreau de Paris est l'un des barreaux les plus internationaux. Donc, bon, c'est surtout votre talent. Hein. C'est pas à un certain niveau, la couleur de la peau ne compte plus vraiment. Maintenant, je ne vais pas non plus faire la langue de bois. Hein. Le sentiment, même si ce n'est peut-être pas le racisme, mais le sentiment vécu personnellement peut exister. Et ça, tout au long de mon évolution professionnelle, à certains moments donnés, c'est sûr que je l'ai vécu, mais il ne faut pas s'arrêter là. Comment on le gère alors, tous ceux qui font face à, justement, à ce racisme, à ce rejet, à ce tri-là par rapport à la couleur de peau? Comment est-ce qu'il faut gérer ça? Disons, d'abord, il faut faire ce qu'on a à faire. Faut pas se mettre de limites, faut pas se mettre de barrières, parce que c'est d'abord intérieur, c'est d'abord personnel. Il faut, lorsqu'on a une tâche à accomplir, il faut l'accomplir. Il faut être très exigeant, il faut comprendre l'environnement. Je pense que on ne peut pas dire que le racisme n'existe pas, il existe. S'il y a des associations comme SOS Racisme qui existent, la LICRA et tout, ça veut bien dire que, voilà, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de ce type. Mais il ne faut pas rester enfermé là-dedans. Alors, travail reconnu, apprécié. Je pense que c'est ce qui vous a aussi valu toutes les belles rencontres que vous avez faites avec les chefs d'État, les hautes personnalités, notamment les chefs d'État en Afrique, en Europe, et même le 14e Dalai Lama en Inde. Oui, tout à fait, le Dalai Lama. Le Dalai Lama, je l'ai rencontré au barreau de Paris. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Alors, quelle a été les rencontres les plus marquantes, les plus belles rencontres pour vous avec ces chefs d'État? Ah, avec ces chefs d'État, oui. Parce que j'ai eu... il y a d'autres, voilà. Bon, je pense que toutes sont marquantes, hein. Toutes sont différentes. C'est des rencontres importantes en ce sens que ça permet déjà de, puisque généralement c'est des rencontres en cercle c'est fermé, d'autres même en cercle très restreint, donc ça permet d'avoir ces personnalités en face. Donc déjà il y a c'est physique. Ça permet de voir aussi, de voir comment elles résonnent, ces personnalités, comment elles réagissent, quels sont leurs centres d'intérêt. Hein, je pense que dans une rencontre, on est capable de le voir et d'apprendre. Parce que c'est riche en expériences, en anecdotes, en vécu. On en sort, généralement on a appris quelque chose. C'est pas que ce soit des audiences ou que ce soit justement des événements, c'est pas fortuit. C'est des choses qui sont bien préparées, qui sont bien organisées. Donc on en sort quand même avec... Ce sont des rencontres enrichissantes. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Alors, Maître Bakoa, on sait que le métier d'avocat demande beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre en dehors du travail? En dehors du travail, bon, c'est vrai qu'en dehors du travail,
Quels sont vos hobbies? Mes hobbies, j'aime bien les arts en général, hein, le cinéma. Le cinéma, ouais. Bon, comme je vois, oui, la musique, oui, la musique. Quelles sont les musiques que vous appréciez? J'aime bien la musique africaine, hein. Elle est aussi diverse, dans sa diversité, sa variété. J'aime bien l'opéra. Je vais pas mal. J'y vais, les comédies musicales, les comédies, notamment quand je suis à l'étranger. Par exemple, en Angleterre, à Londres, il y a beaucoup de comédies musicales et c'est vraiment une ville qui est très plaisante là-dessus. Comme je vous l'ai dit, je collectionne de la peinture, hein, des tableaux d'étoiles, j'en ai ça. Donc je visite pas mal de musées. Comme je voyage beaucoup, j'en ai visité quand même pas mal sur tous les continents. C'est généralement, et pour moi c'est généralement un moment de détente. D'accord. C'est-à-dire c'est un moment clé de détente. Dans chaque voyage que je fais, quand je peux, je m'arrange toujours à m'arrêter pour soit visiter une galerie privée ou le musée emblématique du coin, que ce soit en Afrique ou ailleurs, hein, en Asie, aux États-Unis, en Europe. Pour moi, c'est un moment de détente clé. Ça me permet de voir la création artistique, et ça inspire même aussi. Okay. J'exerce un métier qui est très créatif. Faut faire preuve de créativité quand même. Et donc, et pour faire preuve de créativité, il faut savoir lâcher prise. Oui, il faut se détendre. Voilà, faut se détendre. Et moi, quand je marche dans une ville, je me promène dans les rues. Le dernier déplacement que j'ai fait, c'était à Conakry. Vous êtes bien baladé. Voilà, quand j'ai pu, j'ai pu marcher. Vous aimez bien la bibliothèque François Mitterrand? Oui. J'aime ce coin parce que ce coin, il y a tout dans ce coin-là. Le coin du MK2, il y a la bibliothèque, hein, donc c'est le savoir, c'est la connaissance, ça symbolise là. Il y a les cinémas, il y a des magasins, il y a une estrade, justement, avec des planches. Il paraît même que c'est des planches qui viennent du Cameroun, il paraît. Ah, ben c'est bien alors. J'ai ouï dire. Donc j'aime bien cet endroit. Donc j'aime marcher là le week-end, le dimanche, voilà. M'asseoir sur les escaliers, regarder la scène, réfléchir, se détendre en fait. Donc un message en langue maternelle de votre part, pour en beauté. Un message en bassa, c'est ça? Oui. Bon, Boba Sona, mais sans paix. À vous tous, je vous salue et je vous dis à la prochaine. Merci de nous avoir suivis. C'est avec plaisir que je vous retrouverai dans la prochaine édition de Mbenguer. D'ici à là, portez-vous bien.